suis effectivement enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. Donc, je travaille dans un laboratoire de chimie, de laboratoire de recherche publique qui a 140 personnes, donc un nombre assez conséquent d'enseignants-chercheurs, 44 et autant de thésards ou postdoc. Donc, juste un petit mot sur la structure, sur ce qu'on essaye de faire. Donc, on travaille depuis pas mal d'années dans le contexte de chimie verte et développement durable, en développant des procédés plus respectueux de l'environnement. Et on a des composés cibles qui répondent à des besoins de la société, qui touchent les polymères biosourcés, des capteurs de gaz pour l'industrie, ou alors des molécules à visée santé type anticancéreux ou antimicrobiens. En parallèle de ça, on est quand même fortement impliqué dans la formation. On a des liens très forts avec le monde socio-économique, les entreprises et les industries, à travers 3 masters professionnels qui touchent la chimie, les matières plastiques, l'éco-conception récemment. Et donc aussi, on forme des ingénieurs en qualité, sécurité, environnement. Donc, comment est venue l'idée d'introduire l'éco-conception dans la fabrication de produits chimiques? C'est sur la base d'un constat, donc une molécule que vous avez entourée en verre, qui est un précurseur d'un composé qui a de nombreuses applications dans différents secteurs qui touchent la santé pour traiter des maladies infectieuses. Maladies peuvent être donc contre des microbes ou des maladies pulmonaires. Ça peut aussi avoir des intérêts pour éliminer des métaux de transition, donc des métaux lourds dans des eaux ou des sols, ou alors on peut l'utiliser dans la fabrication de batteries ou de piles à combustible, ou comme composé alternatif à des solvants organiques assez dangereux utilisés dans l'industrie. Le problème majeur, c'était la production de ce produit. Malgré le fait qu'il y ait de nombreux brevets depuis ces dernières années, on se rend compte qu'il est difficile à faire et qu'il a une très mauvaise performance environnementale et des risques professionnels élevés, tout simplement parce qu'il consomme beaucoup d'énergie. Il faut maintenir une température élevée pendant un temps assez long, et en plus, il faut refroidir, donc on consomme de l'eau. On doit travailler dans une enceinte fermée, ce qui va générer des hautes pressions, ce qui représente un risque pour le manipulateur. Et en plus, donc, il y a des risques d'explosion liés à la nature du solvant qui est utilisé. Donc c'est là-dessus que nous, on a voulu travailler, faire un procédé beaucoup plus respectueux, à faible impact environnemental et qui soit viable pour le manipulateur. Donc voilà, vous trouverez à droite, donc c'est beaucoup plus simple cette fois-ci. Donc constitué de 3 unités, une grosse bouteille derrière qui est en fait ni plus ni moins que du dioxyde de carbone qu'on utilise ici comme matière première. Et en gros plan, donc vous avez donc juste un petit générateur de tension qui est plus petit qu'une batterie de voiture, et un système type une électrolyse. Donc là, on a un procédé qui consomme que quelques watts contre des centaines de watts précédemment, et un faible risque, évidemment, une faible émission de CO2 et un risque faible pour l'industrie. Ces 2 procédés, vous les avez donc exposés au colloque. Donc, comment on peut chiffrer les impacts environnementaux? Donc, j'ai fait ici une représentation graphique qui liste donc les 3 procédés connus pour des produits non éco-conçus en bleu, violet et rose, et le nôtre en vert, et à côté en gris un petit peu la valeur cible qu'on peut atteindre. Donc en termes d'économie, en termes environnementaux, on a 2 facteurs. L'énergie, donc on a vu, on gagne beaucoup puisque on consomme que quelques watts. Facteur environnemental énorme puisqu'on remplace des produits chimiques dangereux par des électrons et du dioxyde de carbone qui ne sont pas toxiques, et on ne génère pas de sous-produits. Et le facteur humain très important pour nous, le risque professionnel. Donc il y a un risque avec des solvants qu'on utilise qui ont les risques les plus faibles par rapport aux autres procédés. On note juste un petit transfert de pollution, puisqu'on parle un petit peu d'analyse de cycle de vie, en écotoxicité, mais elle est tout à fait raisonnable et parfaitement maîtrisée, puisque notre système par rapport aux autres est totalement recyclable. Alors, vu qu'on utilise des électrons du CO2 qui ne coûtent pas cher, on a tout de suite un gain commercial de 50%, 60% sur la fabrication du produit. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder des autres aspects. Donc, qu'est-ce qu'on peut gagner? On peut aussi faire ce produit à partir de manière redoublable et abondante. Ça veut dire qu'à partir de là, on va pouvoir préparer des médicaments un petit peu partout dans le monde, sans s'affranchir des modes de transport ou de matières premières. Donc, ça peut garantir une qualité de vie pour les futures générations.
On a dit évidemment qu'on a travaillé beaucoup sur la sécurité des salariés, hein, qui se travaillent en production. Puis aussi, ça nous permet de convaincre des investisseurs pour payer des salaires de doctorants ou ingénieurs de recherche. Donc, quelque part, ça génère de l'emploi. Et ce qui est très important pour nous, c'est une autre gain de visibilité ou notoriété, vous dites comme vous voulez, parce que dès la publication, c'est une éco-innovation qui a été reconnue et récompensée au niveau international par une publication d'un journal américain prestigieux et qui nous a valu le Grand Prix des techniques innovantes qui ont été remis au Salon des écotechnologies en décembre dernier, qui est un salon dédié à l'énergie et au développement durable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met en valeur ce travail vis-à-vis donc, des organismes et services support au niveau de l'éco-conception. Donc, Bourgogne Innovation, qu'on a cité tout à l'heure. Et puis, le pôle éco-conception, je remercie de m'avoir invité à présenter ce travail. Les CCI aussi pour le transfert pour l'offre technologique, la veille technologique. Et ce qu'on fait maintenant, c'est donc, grâce au support de sociétés d'accélération transfert technologie, de passer à une unité, un prototype fonctionnel pour passer à plus grande échelle. Donc, ces sociétés qui sont financées par l'État, donc je rappelle, ministère de la Recherche et puis sur des fonds d'investissement d'avenir. Je vous...